L'ordre du jour appelle, en application de l'article 146-1 du règlement, le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. Mes chers collègues, je souhaite en votre nom la bienvenue à Monsieur Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Monsieur le Premier Président, chaque année, la présentation de votre rapport annuel permet à notre Assemblée de prendre un recul bienvenu sur la situation d'ensemble des finances publiques de notre pays et de bénéficier de l'expertise de la Cour sur des sujets spécifiques. Aux enseignements tirés de la crise sanitaire en 2022 a succédé l'analyse de la performance de notre organisation territoriale en 2023. Si la remise de votre rapport suscite une attente certaine de la part des parlementaires, je tiens à saluer plus largement la qualité des travaux de la Cour des comptes. La rigueur de vos analyses irrigue le contrôle de l'action du gouvernement que nous effectuons au quotidien. À cette coopération fructueuse s'ajoute votre mission annuelle de certification des comptes de l'Assemblée nationale. Si la Cour certifie systématiquement que les comptes de l'Assemblée sont réguliers et sincères, ces recommandations contribuent à améliorer la transparence budgétaire que notre institution doit à nos concitoyens. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, merci Madame la Présidente de vos mots de bienvenue et de l'accueil que vous avez réservé à la Cour et que l'Assemblée lui réserve toujours. Cela traduit la qualité des liens qui unissent nos deux institutions et vous savez combien j'y suis attaché. Et c'est pour moi un grand plaisir de retrouver votre Assemblée aujourd'hui que je connais d'à peu près tous les bancs. Le rapport public annuel 2024 que je m'apprête à vous présenter est avant tout le fruit d'un travail accompli collectivement par l'ensemble des chambres de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. J'y insiste, car chacune de nos chambres territoriales et régionales a participé à au moins un chapitre de ce rapport public annuel, ce qui est une première absolue. Je tiens à remercier chaleureusement le rapporteur général du rapport public qui est présent au banc et ses équipes, les présidentes et présidents de chambre, tous ceux qui ont mené ce travail exigeant. Vous savez que la parution de notre rapport public est un rendez-vous annuel historique pour la Cour, qui existe depuis des siècles. Il s'agit d'un exercice important pour notre institution, auquel je suis naturellement très attaché. Depuis 2022, le rapport public annuel prend une nouvelle forme, celui d'une publication thématique centrée sur une problématique unique qui est au cœur de l'actualité. Et non seulement cette thématisation confère au rapport une portée accrue, mais il s'agit également, selon moi, d'une contribution plus positive à un thème choisi collégialement. Cette évolution est inscrite d'ailleurs depuis mars 2022 dans notre Code des juridictions financières et je me réjouis qu'elle soit pérennisée. Cette édition 2024 du rapport annuel est consacrée à l'adaptation au changement climatique et plus précisément à l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. Un mot sur ce qu'est l'adaptation au changement climatique. Il s'agit de l'ensemble des mesures qu'il faut et qu'il faudra prendre aujourd'hui et dans les décennies à venir pour continuer à vivre de façon supportable dans un climat qui aura profondément changé. Malgré l'importance des mesures prises pour l'atténuer, et c'est l'autre volet de l'action en matière de changement climatique, le changement climatique est là, il est inéluctable et il risque de s'accélérer fortement sur le sol français. En France métropolitaine, les années 2022 et 2023 ont été les plus chaudes depuis 1850. Non seulement il faut s'adapter dès maintenant à l'évolution des températures, mais il faut aussi se préparer à vivre avec une hausse plus brutale et plus rapide qu'attendue jusqu'à présent. Nous avons choisi de nous pencher sur l'adaptation au changement climatique, car, nous le savons, cette thématique est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, car elle affecte directement leur quotidien. L'actualité tragique de ces dernières années, de ces derniers mois, des canicules répétées aux épisodes de sécheresse, des feux de forêt aux inondations et tempêtes, a installé cette question au cœur de l'action publique et des attentes des citoyens. Le thème de l'adaptation est profondément d'actualité.
La publication du 3e plan national d'adaptation au changement climatique est annoncée pour l'été 2024. Sa rédaction s'inscrit dans un contexte renouvelé, avec une trajectoire de réchauffement envisagée qui s'élève à 4 degrés à la fin du siècle. Si, comme nous le croyons, ce scénario était retenu comme sous-jacent du PNACC, et je pense qu'il est prudent de le faire, car il faut toujours mieux avoir des prévisions pessimistes et des bonnes surprises que l'inverse, en matière de finances publiques comme en matière de changement climatique, ça voudrait dire que les politiques requises pour nous adapter seraient considérables à court, moyen et long terme. La thématique de l'adaptation pose de nombreux défis à l'action publique qu'elle concerne au premier chef. Les horizons d'attente et de réalisation des politiques publiques d'adaptation sont divers. Ce n'est pas la même chose de s'adapter à des conséquences du changement climatique déjà matérialisées ou d'augmenter notre résilience à l'égard d'événements qui risquent d'advenir dans le futur. Les politiques d'adaptation sont aussi spécifiques à chaque territoire, chaque région, chaque commune, jusqu'à la très petite échelle, devra s'adapter à l'évolution de son propre environnement. Le récent secrétariat général à la planification écologique joue, vous le savez, un rôle de coordination au niveau national, mais l'adaptation affecte plus largement tous les acteurs publics et privés. Le dernier défi, et pas des moindres, qui s'impose aux politiques d'adaptation, c'est l'absence d'un chiffrage exhaustif et cohérent de ce qu'elle pourrait coûter aux acteurs publics. Il y a déjà quelques évaluations chiffrées, mais elles sont partielles. En juin 2022, l'Institut de l'économie pour le climat a évalué le coût de 18 mesures d'action prioritaires, mais non exhaustives, à 2,3 milliards d'euros additionnels par an pour l'État et les collectivités. De même, dans le rapport très important remis à la Première ministre en mai 2023, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz chiffrent le coût additionnel de l'adaptation à 3 milliards d'euros par an, dont 1 milliard pour les budgets publics en 2030, mais avec beaucoup de prudence méthodologique. Il souligne aussi que le coût de l'adaptation devra forcément augmenter entre 2030 et 2050. Il y a donc une question de chiffrage qui est très complexe, voire impossible aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons décidé de procéder un peu autrement, c'est-à-dire de réfléchir secteur par secteur avec 16 chapitres qui sont autant de coups de projecteur thématiques. Il n'existait pas, jusqu'à la publication de ce rapport public annuel 2024, de panorama objectif et transversal de l'ensemble des problématiques d'adaptation au changement climatique en France. En tant que tiers de confiance présent sur l'ensemble des territoires, nous avons estimé que la Cour se devait de fournir cet état des lieux. Notre rapport public annuel, devenu thématique, je le rappelle, comporte toujours un premier chapitre consacré à la situation des finances publiques. Et cet exercice a été actualisé afin de couvrir l'année 2023, mais aussi les 2 premiers mois de l'année 2024. Et si vous le permettez, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Au-delà de ce chapitre budgétaire, le RPA 2024 est composé de 16 chapitres thématiques qui abordent chacun l'adaptation à travers un prisme distinct de l'action publique. Je précise d'emblée que nous n'avons pas cherché l'exhaustivité ou à couvrir le très vaste champ de l'adaptation. Nous avons naturellement retenu en priorité les thèmes à fort enjeu financier pour les acteurs publics par leur nombre et par la variété des domaines examinés. Ces chapitres offrent une image concrète des défis que la France doit et devra relever, mais aussi de la façon dont elle s'y prépare ou ne s'y prépare pas jusqu'à présent. Ces 16 chapitres se répartissent en 3 catégories. D'abord, nous sommes intéressés à l'adaptation des secteurs transversaux qui irriguent l'ensemble des activités avec 3 chapitres: la recherche publique, les institutions financières et bancaires et l'action de l'Agence française de développement dans l'adaptation. La deuxième partie du rapport porte sur l'adaptation au changement climatique des grandes infrastructures, des équipements, des villes et plus généralement, dirais-je, de ce qui a été construit par l'homme. Cette catégorie comporte 7 chapitres: l'adaptation des logements, l'adaptation des villes, de la politique immobilière de l'État, l'adaptation des centrales nucléaires et des ouvrages hydroélectriques, l'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité, l'adaptation des voies ferrées et enfin le cas très spécifique du ministère des Armées. Troisièmement, nous avons mené des enquêtes sur l'adaptation aux effets du changement climatique pour l'environnement naturel, la nature dans laquelle vivent nos concitoyens et sur leur propre personne. Les 6 enquêtes composent cette troisième partie: l'adaptation de la forêt, la prévention des catastrophes naturelles dans les territoires ultramarins, la gestion du trait de côte, c'est-à-dire de la limite entre
la terre et la mer, l'adaptation des cultures céréalières, les stations de montagne face au climat, rapport que nous avons déjà présenté, et la protection de la santé des personnes vulnérables face aux vagues de chaleur. J'aimerais à présent, cette présentation rapide étant faite, vous livrer les grands enseignements pour les politiques d'adaptation que nous avons dégagés de ce travail qui fut colossal. Il est épais, mais il fut très important. L'ensemble des enquêtes réalisées appréhendent les politiques publiques en faveur de l'adaptation à l'aune de 3 grandes questions que les Français peuvent se poser. La première question, c'est celle de savoir ce qu'ils attendent concrètement et à quel horizon en matière d'adaptation. La deuxième question relève de la stratégie à adopter des acteurs concernés. Autrement dit, qui est responsable des décisions sur les efforts à entreprendre pour s'adapter? Comment les actions d'adaptation sont-elles arbitrées, réparties, coordonnées? Enfin, la troisième question, c'est celle des moyens. Comment concevoir et mettre en œuvre des politiques d'adaptation qui soient à la fois efficaces et soutenables? C'est la question naturelle pour nous de la qualité de la dépense publique qui irrigue l'ensemble de nos travaux. Nous en déduisons 4 enseignements, 4 principes d'action pour les politiques d'adaptation. D'abord, il faut mieux connaître les effets du changement climatique, les risques auxquels nous devons nous adapter et leur ampleur. La prise de conscience de l'urgence de l'adaptation au changement climatique est désormais, je crois, bien réelle. Mais ce que nous observons, c'est qu'elle est hétérogène selon les secteurs. Pour certains domaines et acteurs, comme par exemple les gestionnaires de réseaux, cette prise de conscience date en fait de la tempête ou des tempêtes de 1999. Pour d'autres domaines, comme le logement, c'est une priorité plus récente. Tandis que pour l'immobilier de l'État, ça n'est pas opérant du tout, ça n'est pas une priorité déjà consciente. Nous devons aussi absolument améliorer les prévisions et les données dont nous disposons. Les données disponibles sont souvent lacunaires. Par exemple, seuls les 2/3 des 200 000 bâtiments de l'État sont recensés et voient leur état diagnostiqué. En termes de projection climatique également, d'importants progrès restent à faire et on observe notamment outre-mer un paradoxe qui est que les prévisions météo outre-mer sont de moindre qualité qu'en métropole alors que les risques y sont autrement plus importants. Il faut enfin actualiser les données existantes. Ça permettra de mettre à jour les normes internes, par exemple au sein de SNCF Réseau. Le changement climatique est en revanche déjà bien intégré dans les référentiels de conception et de sécurité de nos centrales nucléaires et des ouvrages hydroélectriques. Deuxième enseignement, au-delà de connaître, il faut informer les citoyens et les décideurs publics sur l'adaptation et ses enjeux. D'abord, il faut que les citoyens et les décideurs publics soient informés pour éviter de se faire, en quelque sorte, pardon de cette expression, avoir. Par exemple, la confusion demeure dans certains domaines entre atténuation et adaptation, et elle est parfois entretenue. Je pense par exemple aux sociétés financières, bancaires, publiques comme privées, qui communiquent massivement sur leurs produits financiers verts sans qu'on sache précisément mesurer l'impact de ces financements et leur destination, ni comparer les volumes engagés. Et ça peut faire courir un risque d'éco-blanchiment, c'est-à-dire qu'on vend comme vert ce qui en réalité n'est pas très écologique. Communiquer sur les actions d'adaptation, c'est aussi faire de tous, citoyens, décideurs publics, des acteurs de ces politiques publiques. Le chapitre sur l'adaptation des soins aux personnes vulnérables montre combien la communication est déterminante pour prévenir les conséquences des fortes chaleurs. Rappelons qu'il y a encore eu 5000 décès dus l'année dernière à ce phénomène. Elle doit reposer sur la diffusion de messages adaptés sur l'ensemble des supports disponibles, télévision, radio, téléphone portable, réseaux sociaux, avant et pendant les épisodes de vigilance. Informer les citoyens permet aussi d'obtenir leur adhésion et de les faire participer aux efforts d'adaptation. L'adhésion de la population nécessite que l'information porte sur les bénéfices individuels et collectifs de l'adaptation. Ainsi, le dispositif dont on parle souvent, MaPrimeRénov', permet à la fois de financer l'amélioration du confort pour les résidents et de créer de l'emploi. En somme, le déploiement efficace de mesures d'adaptation au changement climatique doit être précédé d'importants efforts pour convaincre de sa nécessité et de ses bienfaits. La part d'incertitude subsistante ne doit pas être paralysante. Compte tenu de l'urgence à nous adapter, la puissance publique doit l'accepter et elle doit agir. Le troisième enseignement général de nos travaux, c'est l'exigence qui s'impose à l'action publique de développer une stratégie cohérente et articulée en matière d'adaptation. Il faut connaître, il faut informer,
En un mot, il faut planifier. D'abord, la Cour relève que les objectifs de l'adaptation doivent être conciliés avec ceux de nombreuses autres politiques publiques et que cette articulation est parfois, sinon souvent, difficile. C'est le cas dans les territoires touristiques, comme les zones de montagne ou les littoraux, qui doivent concilier les politiques d'adaptation avec le souhait qu'on peut comprendre des élus et des populations de préserver le plus longtemps possible la pérennité de leurs modèles économiques. J'ai vu les réactions qu'avait suscité notre rapport sur l'avenir des stations de ski et je les comprends tout à fait. Pour autant, ce débat est utile parce que le phénomène que nous décrivons, nous ne l'inventons pas, ce n'est pas un rapport à charge, c'est une réalité que personne ne peut ignorer. Et tarder à le faire, eh bien, c'est se trouver plus tard face à des décisions qui seraient extrêmement douloureuses. Les outils de l'adaptation doivent aussi parfois être combinés avec ceux de l'urbanisme. Il est également nécessaire d'instaurer une véritable culture de la planification et la gestion du risque. Les enquêtes que nous avons menées montrent que la planification, quand elle existe, est défaillante et dispersée. Parfois, existent des planifications locales, mais elles sont incomplètes et elles sont appliquées de manière très inégale. C'est le cas pour une stratégie nationale qui existe bien, qui est celle de la gestion du trait de côte. Ces planifications locales sont aussi parfois peu coordonnées ou mal réparties entre les différents échelons de collectivité, comme en témoignent certaines stations de montagne qui cherchent à diversifier leurs activités en s'appuyant sur une échelle trop étroite qui est celle de la commune. La mise en œuvre d'une planification rigoureuse et adaptée est pourtant une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi un pilote qui arbitre et qui coordonne les nombreux acteurs concernés. Or, le rapport dessine, en matière de pilotage des situations ou des stratégies d'adaptation, une situation très contrastée. Pour les gestionnaires des grands réseaux, ce pilotage est plus abouti, par exemple au sein d'EDF qu'au sein de la SNCF. Au-delà du pilotage, les politiques d'adaptation doivent absolument être mieux coordonnées entre acteurs et à l'échelle appropriée. La Cour préconise notamment de mieux coordonner les politiques d'adaptation entre les entités du bloc communal. Ça vaut pour différents secteurs comme la rénovation thermique des bâtiments publics ou la végétalisation des espaces urbains. Enfin, dans certains secteurs qui relèvent de sa propre compétence, l'État ne joue pas correctement ou pas complètement son rôle de stratège qui consiste à fixer des objectifs clairs et à définir une trajectoire pour les atteindre. Par exemple, pour sortir d'une logique de réponse au cas par cas, pour construire une stratégie d'adaptation, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires doivent pouvoir se référer à un niveau de résilience cible partagé par toutes les parties prenantes, y compris les usagers. Or, la définition de ce niveau acceptable d'indisponibilité du réseau relève de la responsabilité de l'État. Il en est de même pour les objectifs d'adaptation assignés aux gestionnaires des réseaux d'électricité. Ils devraient figurer de façon tout à fait explicite dans les contrats de service public passés par l'État avec RTE et Enedis. Permettez-moi à présent d'en venir au quatrième grand enseignement de notre rapport, qui est de savoir comment assurer la qualité de la dépense publique dans les politiques d'adaptation, comment financer, en un mot, les politiques publiques d'adaptation et leur mise en œuvre. La Cour a analysé les moyens de mettre en œuvre des politiques d'adaptation efficientes, c'est-à-dire tout à la fois efficaces et soutenables. D'abord, c'est la question du financement des politiques d'adaptation qui se pose. La plupart des chapitres montrent que l'évaluation des coûts de l'adaptation est lacunaire, voire existante. Ces difficultés de chiffrage ne sont pas uniquement dues à l'absence de données. Elles relèvent également de la difficile identification des dépenses spécifiques à l'adaptation. La vérité des prix est pourtant un élément d'arbitrage essentiel pour définir et pour mettre en œuvre des solutions qui soient financièrement soutenables pour garantir des politiques efficientes. Nous rappelons aussi que l'adaptation ne doit pas nécessairement passer par de nouvelles dépenses publiques. D'autres leviers peuvent être activés qui consistent plutôt à inciter les acteurs à agir et les responsabiliser. Par exemple, dans le secteur financier, le premier critère d'allocation des flux est celui de la rentabilité financière. Il faudrait y intégrer un critère d'impact environnemental pour que les capitaux soient vraiment réorientés vers le financement de la transition. La Cour préconise aussi la création de mécanismes de solidarité financière comme un fonds d'aide à la recomposition du littoral auquel les collectivités de bord de mer pourraient recourir pour cofinancer des actions avec l'État. Ensuite, nous soulignons 3 points importants sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Avant tout, nous mettons en garde contre les risques de maladaptation qui sont souvent le résultat de logiques de trop court terme.
Dans l'urgence ou pour répondre à des contraintes immédiates, certaines décisions sont prises en donnant la priorité à des mesures qui, à long terme, vont à l'encontre de l'objectif même d'adaptation. Ça revient bien souvent à dépenser de l'argent public de manière peu efficace. C'est pour rien, en fait. Le déploiement systématique de la production de neige, parfois même à température positive, ce qui est une aberration dans certaines stations de montagne, illustre bien ce constat. Il en va de même du rechargement des plages en sable qui ne fait que repousser l'échéance du recul du trait de côte. La Cour souligne aussi que le rôle de la recherche est absolument essentiel pour trouver des solutions adaptées. Alors que les acteurs publics sont parfois démunis pour choisir les solutions les plus efficaces, les chapitres de notre rapport montrent pourtant que l'application de résultats scientifiques sur le terrain est hétérogène. Par exemple, l'agriculture céréalière a développé un système de recherche et d'innovation complet entre le public et le privé qui offre aux exploitants la capacité de renforcer leur résilience, mais la recherche est moins utilement appliquée dans le secteur ou le domaine forestier ou dans celui du logement. Enfin, pour une mise en œuvre efficace des politiques d'adaptation, les décideurs doivent mieux s'approprier les données, outils, solutions à leur disposition. Par exemple, l'adaptation de la forêt au changement climatique et l'action préventive contre les feux de forêt requièrent de développer l'ingénierie et la maîtrise d'ouvrage des acteurs locaux au plus près des massifs. Voilà, mesdames et messieurs, très rapidement, les constats tirés de nos analyses sur l'adaptation et quelques-unes de nos préconisations. Dans la plupart des domaines, nous ne sommes heureusement pas à l'année zéro. Des outils et des solutions existent et pour autant, l'ampleur du défi qui nous attend est immense. J'en viens à présent, pour terminer, à la situation d'ensemble des finances publiques qui fait l'objet d'un chapitre spécifique de notre rapport. La situation de nos finances publiques, j'ai l'occasion de le dire assez souvent, et parfois même dans cette assemblée, est préoccupante. Elle l'est davantage encore, à dire vrai, à l'aune des analyses et informations dont nous disposons désormais sur les moyens qu'il nous faudra mobiliser pour nous adapter au changement climatique. La Cour a analysé, je l'ai dit, la situation des finances publiques telle qu'elle se présente après l'exercice 2023. Elle a aussi examiné les principaux risques qui affectent l'exercice en cours 2024 et la trajectoire enfin prévue jusqu'en 2027 par la loi de programmation des finances publiques finalement adoptée en décembre dernier. Nous tirons de cette analyse 3 constats qui sont sérieux. En premier lieu, l'année 2023 a été au mieux une année blanche pour la réduction du déficit public qui devrait même se creuser par rapport à 2022. Légèrement, j'espère. Un peu plus, peut-être. Sur une trajectoire 2023-2027 qui est déjà exigeante parce que le point de départ n'était pas extrêmement élevé, ce n'est pas un bon départ, c'est peut-être même un faux départ. L'année 2023 n'a pas été, comme on pouvait s'y attendre, synonyme de sortie du quoi qu'il en coûte. Les dépenses exceptionnelles de crise et de soutien ont été prolongées, notamment avec des mesures tarifaires liées à l'augmentation des prix énergie qui ont encore coûté de l'ordre de 18 milliards en 2023, après 18 milliards en 2022. En parallèle de ce niveau de dépenses élevé, les recettes fiscales se sont révélées peu dynamiques. Alors, le HCFP l'a annoncé depuis quelques années, il s'est trompé. Mais à un moment donné, les élasticités magnifiques qui existaient ne sont plus réalisées, et d'ailleurs, elles n'étaient pas réalistes pour toujours. Le déficit public atteindra donc, si je regarde ce qui a été voté, 4,9 points de PIB en 2023. Non seulement il n'a pas évolué à la baisse en 2023, mais il a même augmenté de 0 point par rapport à 2022. Et nous savons tous que les données récentes sur l'exécution en recettes de l'État, avec de mauvaises surprises de l'ordre de 8 milliards d'euros et une masse salariale moins dynamique qu'escomptée en 2023, augurent d'un déficit encore plus élevé, ce que vient de reconnaître le gouvernement. J'ai entendu que ce serait significatif. Je ne sais pas ce qu'il faut prévoir, on le saura à la fin mars. Mais ça signifie que la marche à franchir pour réduire le déficit dans les années qui viennent, à commencer par 2024, n'en sera que plus haute. Deuxième constat préoccupant pour les finances publiques, c'est le fait que le respect de l'objectif de 2024 de déficit n'est pas acquis malgré les récentes annonces du gouvernement. D'abord, la prévision de croissance de 1,4% sur laquelle reposait la loi de finances initiale pour 2024 et la loi de programmation de finances publiques était trop optimiste. À dire vrai, ce n'est pas une surprise pour nous, à la Cour des comptes et au Conseil, parce qu'en effet, dès septembre, le Haut Conseil avait relevé dans son avis sur le PLF, je cite, que pour la totalité des postes de demande, le gouvernement était plus optimiste que les organismes qu'il avait auditionnés et que le consensus des économistes qui était à 0,8%. Cet écart s'est creusé
à mesure que le contexte conjoncturel s'est assombri. Et je l'ai dit et je le répète publiquement ici, ce n'est pas une découverte après coup. La prévision de croissance initiale du gouvernement était devenue non pas seulement élevée, mais in fine inatteignable. Il fallait la corriger. Le gouvernement a finalement décidé de baisser sa prévision de croissance à 1% en février. Il l'a fait sans modifier ni son objectif de déficit pour 2024, ni la trajectoire pluriannuelle pour la LPFP qu'il faut s'efforcer de préserver. Et en effet, 1% reste encore au-dessus du consensus des économistes. Pour 2024, la loi de finances prévoit une réduction de 0,5 points du déficit public qui atteindrait 4,4% du PIB. Mais par définition, si on part de plus haut, la réduction devra être plus importante. Et donc l'écart à résorber pourrait être plus élevé. Toutefois, aucun effort d'économie structurelle n'a encore été programmé par la loi de finances pour 2024. Je rappelle que la réduction des déficits repose sur la seule extinction des mesures de soutien à l'inflation et sur les effets de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Pour compenser la révision de croissance, le gouvernement a donc été forcé d'annoncer, vous le savez, 10 milliards d'euros d'annulation de crédit, ce qui est une décision cohérente avec la LPFP, mais il faut maintenant aller plus loin, c'est-à-dire identifier et mettre en œuvre les réformes qui permettront que ces annulations se transforment en économies. Pour le moment, l'exercice est encore à confirmer. Malgré ces annonces, je le dis sans détour, et ce n'est pas une question de larmes, c'est une question de réalité, l'objectif de déficit pour 2024 n'est pas acquis. D'une part, la prévision de croissance révisée même ainsi touchée reste élevée. Elle se situe encore au-delà de la quasi-totalité des autres prévisions disponibles qui, elles, ont été revues à la baisse. D'autre part, comme je l'ai dit précédemment, l'année 2023 est décevante en matière de recettes, contrairement aux années précédentes, et ça risque de peser sur le niveau de recettes en 2024. Et puis, il y a un effet de base qui va jouer là. Il n'est pas certain, et comment dire, puisque je suis devant la représentation nationale, je me dois d'être véridique, c'est peut-être un euphémisme, que l'objectif d'économie de 10 milliards soit suffisant pour maintenir la trajectoire du déficit. C'est sûrement la raison pour laquelle le ministre de l'économie et des finances a annoncé la semaine dernière que cette annulation de crédit n'était qu'une première étape avant une possible, sinon probable, loi de finances rectificative à l'été. J'aimerais être très clair, mesdames et messieurs les députés, sur un point, qui est que même si nous parvenions tant bien que mal à tenir l'objectif de 4,4 points de PIB pour 2024, les finances de la France ne seraient pas pour autant mirifiques. Nous demeurerions encore dans une situation dégradée par rapport à d'autres pays de la zone euro. La dette publique atteindrait toujours 110 points de PIB en fin d'année 2024, soit 3 200 euros en volume, ce qui représente une hausse de plus de 800 milliards d'euros par rapport à 2019. La charge de la dette continuerait sa hausse spectaculaire en augmentant de 10 milliards d'euros en 2024 pour atteindre 54 à 57 milliards d'euros. Je ne suis pas là pour jouer les Cassandres, mais il faut regarder la réalité en face, qui est que la divergence s'accroît avec d'abord les économies les plus vertueuses de la zone euro, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, mais aussi avec des pays comme le Portugal ou l'Espagne. Et là, nous avons un problème que le gouvernement de la Banque de France a justement posé, qui est un problème de crédibilité dans la sphère européenne compte tenu de nos déficits. Or, et c'est notre troisième constat, la trajectoire fixée par la LPFP, la loi de programmation, est à la fois peu ambitieuse, mais ça on le savait, et assez fragile. Elle est peu ambitieuse parce que nous serons les derniers à revenir en dessous de 3% en 2027, alors que tous les autres l'auront fait bien avant et que certains l'ont déjà fait maintenant. Elle est aussi fragile ou peu crédible car elle ne présente aucune marge de sécurité tant les hypothèses sous-jacentes sont optimistes. Et surtout, la trajectoire prévue repose sur des efforts d'économie qui sont absolument sans précédent. Dans l'histoire récente, j'ai cité le chiffre de 50 milliards entre 2025 et 2027. J'ai eu la surprise de découvrir dans la réponse du ministère des Finances que ce chiffre était contesté, alors que c'est le propre chiffre du ministère et que nous sommes déjà en train de prévoir une trajectoire qui va au moins dans cette direction. Et la LPFP prévoit un effort de réduction des dépenses de 12 milliards d'euros pérennes en 2025, répartis entre l'État et les sphères sociales. La semaine dernière, si je suis bien informé, le ministre des Comptes publics devant vous a annoncé que ces économies pourraient finalement s'élever à 20 milliards d'euros, ce qui n'est pas incohérent du tout avec le chiffrage de la Cour. Et à ce stade, il faudra documenter tout ça. Le gouvernement a initié des revues de dépenses pour identifier ces 12 à 20 milliards d'euros d'économies pour le PLF 2025. Je m'en réjouis. Je plaide depuis longtemps pour des revues de dépenses. Et d'ailleurs, je peux vous dire ici que la Cour va y contribuer, puisque nous avons proposé de cribler ou de cibler la qualité de la dépense publique
Le Premier ministre m'a écrit, m'a saisi de 3 demandes qui concernent l'assurance maladie, les dépenses des collectivités locales et les dispositifs en sortie de crise. Les revues de dépenses, pour nous, doivent être portées sur un périmètre large, s'inscrire dans la durée, être axées sur la qualité de la dépense et être sous-tendues par une volonté politique forte. Car la priorité dans les prochains mois, ce sera de concilier ajustement budgétaire et amélioration du potentiel de croissance. Et pour ça, en effet, je le redis, il y a 3 dimensions qui sont essentielles. La volonté politique, et il en faut. Le courage, car ce n'est pas populaire. Et l'intelligence, car il ne s'agit pas de faire des coupes budgétaires qui pénalisent la croissance et la cohésion sociale. Je sais que l'effort à faire est très important. Je ne sous-estime pas les difficultés de l'exercice à la fois économique, financier, politique, démocratique qu'il requiert. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs les députés, je suis persuadé que nous ne pouvons pas nous y dérober sous peine d'encourir de lourdes déconvenues. Voilà, mesdames et messieurs les députés, notre rapport public annuel pour 2024 illustre la diversité des sujets traités par les juridictions financières en prise avec l'actualité et les réalités du terrain. Surtout, il montre notre capacité à faire face aux effets du changement climatique et en quoi elle est étroitement liée à la situation de nos finances publiques. L'adaptation, la transition écologique plus largement composent les briques du mur d'investissement qui est devant nous. Et pour les surmonter, nous devons retrouver des marges de manœuvre budgétaires et donc faire descendre la montagne de dettes qui s'est empilée. C'est là un impératif démocratique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu d'indépendance. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, merci de votre attention après vous avoir passé ces messages en 30 minutes précises. Merci beaucoup, Monsieur le Premier président. La parole est à Monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Premier Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a tout juste une semaine, la Commission des finances auditionnait les ministres de l'économie et du budget sur une annulation de 10 milliards d'euros prévue par décret. Sa cause était prévisible dès l'automne 2023. Comme vous l'annonciez déjà alors, Monsieur le Premier Président, la Cour le rappelle d'ailleurs que dans son rapport public, le projet de loi de finances pour 2024 avait été construit sur une prévision de croissance de 1,4% que vous définissiez alors comme trop optimiste. Un scénario improbable quand la Banque de France prévoyait aussi une croissance de 0,9% et l'OFCE de 0,8%. J'avais moi-même, comme d'autres ici, relayé vos propos, mais moins de 2 mois après avoir imposé un budget à coût de 49,3, les ministres reconnaissent l'échec de leur politique. Suivant leur logique, les voilà obligés de revoir leur copie en imposant de nouvelles économies pour atteindre l'objectif de déficit qu'ils se sont fixés. Ils annoncent déjà un rabot de moins 20 milliards supplémentaires pour le budget 2025 si, d'ici là, ils ne reviennent pas devant nous pour nous imposer des baisses supplémentaires en révisant leur nouvelle prévision de 1% qui reste surévaluée au regard des 0,7% sur lequel s'accordent les économistes aujourd'hui. Le seul résultat à attendre de cette décision, c'est la dégradation continue du niveau de vie de nos concitoyens et une hypothèque sur le futur du pays. Réduire les dépenses publiques, c'est un service public qui perd en attractivité et en efficacité, un service public qui ne répond plus aux besoins. C'est une politique qui non seulement n'apporte pas de solutions aux situations d'urgence et de crise que nous traversons, mais qui les aggrave. Tout le monde en convient maintenant, le logement est une véritable bombe sociale. Je donne cet exemple. Mais le gouvernement supprime 300 millions d'euros prévus pour financer les aides au logement. Les enseignants, notamment en Seine-Saint-Denis, se mobilisent pour demander un plan d'urgence pour l'école avec des recrutements de professeurs, d'AED, d'AESH, de CPE. Mais le gouvernement diminue de 700 millions d'euros les crédits de l'enseignement scolaire, dont 480 millions de dépenses de personnel, soit l'équivalent de plus de 15 000 postes. Le gouvernement cherche à tout prix à diminuer le déficit en espérant que la croissance sera au rendez-vous malgré des baisses de dépenses. Mais c'est une chimère qu'il poursuit, un tonneau de Danaïde qu'il roule. L'austérité appelle l'austérité. Plus vous réduisez les dépenses, plus la croissance est ralentie et le déficit augmente.
Alors, de nouvelles mesures austéritaires sont menées, ce qui dégrade toujours plus l'activité économique. C'est d'ailleurs déjà visible pour 2023. Les recettes devraient être inférieures de 8 milliards aux prévisions et le déficit devrait largement dépasser les 5% au lieu des 4,9% annoncés. Voilà l'explication que Bercy peine à trouver pour expliquer cette dégradation des comptes et expliquer les recettes fiscales et sociales inférieures aux prévisions. Pourtant, Monsieur le Premier président, je remarque que vous croyez aussi à cette politique de l'offre et finalement appelez aussi à rouler ce rocher de Sisyphe. Cette logique, dans vos recommandations, vous pousse aujourd'hui à demander 50 milliards d'économies, ou plutôt à recommander 50 milliards d'économies entre 2025 et 2027, ce qui est, je vous cite, un effort sans précédent dans l'histoire récente. Je ne suis pas d'accord avec ce cap tracé. Je considère que c'est tout le concert qui devrait être conseillé pour éviter d'enfermer le pays dans une spirale récessionniste au moment même où l'OCDE et le FMI revoient à la hausse la croissance mondiale. Même des économistes orthodoxes, soucieux du niveau de la dette, comme l'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, considèrent qu'il est aujourd'hui nécessaire de soutenir l'économie, même si cela implique un déficit plus important pour un moment. Surtout que le niveau de dette doit être relativisé, alors qu'il diminue en France depuis 2021, passant de 112,9% à 109,7%, écoutez-moi, chers collègues, du PIB, il reste inférieur à celui de l'OCDE. La charge de la dette doit également être relativisée. En pourcentage de PIB, la seule valeur que nous devrions retenir, soit entre 2 et 3%, le niveau n'est pas inédit et en valeur, le montant de 80 milliards ne prend pas en compte l'inflation et rend l'analyse plus proche d'un scénario de film catastrophe que d'une approche rationnelle de nos finances publiques. Comparer notre situation à celle d'autres pays devrait plutôt nous conduire à souligner l'importance de desserrer les taux de l'austérité. Le niveau de déficit de l'Allemagne est souvent mis en avant, mais nous observons ses conséquences négatives sur la croissance, puisque le pays est entré en récession dès 2023 et que d'ailleurs nous nous comparons de manière avantageuse à cette récession. Cela est évidemment en rapport. Le dogme allemand de la rigueur est d'ailleurs aujourd'hui ébranlé, puisque nos voisins s'écartent toujours plus de sa règle de stricte limitation du déficit pour sortir du marasme économique. Regardons du côté des États-Unis, c'est bien cette recette qui fonctionne. Je ne souhaite évidemment pas ériger en exemple des modèles libéraux comme celui-ci, mais cela montre que la règle de réduction des déficits n'est pas un précepte universel. Le niveau de croissance attendu en 2024, soit 2,1%, n'est pas étranger au niveau de dépenses élevé du pays. Je rappelle que le déficit budgétaire aux États-Unis devrait atteindre 6,1% du PIB. Je reconnais, Monsieur le Premier président, que vous n'excluez pas d'emblée ce raisonnement. Pour ne pas casser la croissance, vous recommandez de travailler sur la qualité de la dépense, tout en excluant certains secteurs comme la cohésion sociale, l'écologie ou la recherche. Vous relevez ici la contradiction de la politique du gouvernement qui réduit des dépenses d'avenir tout en espérant vainement que la croissance soit au rendez-vous. Mais si vous avez raison de pointer cette contradiction du gouvernement, vous proposez néanmoins de les résoudre avec les mêmes recettes et vous arrivez vous aussi à une contradiction. Demander à la fois 50 milliards d'économies et implicitement des dizaines de milliards d'euros supplémentaires pour la bifurcation écologique, c'est en fait réduire le niveau actuel des dépenses à hauteur de la somme de ces deux montants. Où trouvez-vous ces économies encore plus massives que vous recommandez? Dans la culture, dans l'éducation, dans le sport, dans les domaines régaliens? J'en viens donc à l'objet du rapport public. C'est une véritable satisfaction de voir la Cour s'intéresser à l'action publique contre le réchauffement climatique et aux moyens nécessaires pour y parvenir. Monsieur le Premier président, sur ce point, nous sommes d'accord. Nous devons faire face à un mur d'investissement pour assurer la bifurcation écologique, mais aussi, malheureusement, pour s'adapter au changement climatique. Je regrette que la Cour n'ait pas chiffré les besoins, mais j'observe qu'elle fait référence aux travaux de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz, qui recommande d'ailleurs de recourir à une dette supplémentaire et à une fiscalité sur les superprofits pour financer en partie les 34 milliards d'euros d'investissement public nécessaires à la bifurcation écologique. Je comprends donc que la Cour considère que la politique du gouvernement n'est pas à la hauteur et que le niveau des financements est insuffisant à hauteur de plusieurs dizaines de milliards. Alors que le gouvernement annonçait consacrer 7 milliards d'euros supplémentaires en faveur de l'environnement, la hausse n'était en réalité que de 3,7 milliards. Depuis, 2,2 milliards ont été annulés par décret. C'est l'écologie la première victime de la politique d'austérité puisque son budget est amputé de 10% de ses crédits et diminue de 7% en valeur par rapport à 2023 hors bouclier énergétique.
Même un dispositif comme MaPrimeRénov' voit ses moyens amputés d'1 milliard d'euros, alors que le financement de l'ensemble des dispositifs consacrés à la rénovation énergétique, n'en déplaise au ministre des Finances publiques, diminue en réalité de manière importante. Ce budget 2024 est censé être historiquement vert. Je ne le croyais pas, cette affirmation est encore plus contestable aujourd'hui. Je m'interroge donc sur la capacité de ce gouvernement à avoir une vision claire sur la bifurcation. C'est en creux ce que souligne la Cour dans son rapport lorsqu'elle juge que l'État ne joue pas correctement son rôle de stratège et que la France n'est pas à l'auteur de l'enjeu. Nous nous rejoignons donc sur la nécessité de prévoir une véritable planification écologique. L'utilisation de l'adjectif véritable montre a priori que celle actuelle du gouvernement n'est pas réelle. Ils ont repris nos mots, mais les ont vidés de leur sens. Je note également une ouverture de la Cour sur une hausse des recettes. Si le gouvernement tient absolument à son objectif de réduction des déficits que nous imposent les règles budgétaires européennes, qu'il rompe avec les recettes du néolibéralisme et la politique de l'offre qui nous plonge dans des crises toujours plus graves. Au lieu de prévoir de nouvelles économies, le gouvernement devrait donc commencer par récupérer les recettes qu'il abandonne aux plus riches et aux grandes entreprises les plus polluantes. Je rappelle que les niches fiscales et sociales devraient atteindre près de 170 milliards d'euros en 2024. C'est largement la première dépense de l'État. Sur ce sujet, je vous sais disposé à avancer, Monsieur le Premier président. J'espère que vous saisirez de la revue des dépenses pour mettre à plat ces dispositifs, notamment le crédit impôt recherche qui coûte chaque année près de 8 milliards d'euros à nos finances publiques. Le gouvernement serait aussi avisé de revenir sur son refus de taxer les très riches. Il est effectivement temps de mettre à contribution les détenteurs de capitaux qui ont accumulé un niveau de richesse jamais égalé grâce à une fiscalité favorable et des optimisations fiscales offertes aux multinationales. La question n'est pas tant d'augmenter les impôts, mais d'arrêter de mal et injustement les baisser. Toutes ces mesures qui vont à rebours d'une politique de l'offre nous auraient pourtant permis de commencer à gravir ce mur d'investissement et de nous sortir de la spirale récessionniste dans laquelle le gouvernement nous plonge toujours davantage. Au fond, avec ce rapport, la Cour offre une analyse des critiques souvent pertinentes de la politique économique et financière menée. Mais je regrette que ces recommandations se limitent à un rafistolage d'un système à bout de souffle, alors qu'il faudrait revoir les fondations. Il est nécessaire de mener une politique de rupture qui se donne pour priorité la réponse aux besoins de la population et aux urgences de l'époque, à commencer par celles liées à la question climatique et environnementale. Nous y parviendrons, c'est ma conviction, seulement grâce à une relance de l'activité par une politique de la demande régénérée, commandée et encadrée par l'impératif écologique et par un partage des richesses, des revenus du capital vers le travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Jean-René Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bonjour, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, Monsieur le Premier Président, vous nous avez présenté les grandes lignes de votre rapport annuel. Je vous en remercie, avec à la fois l'état des finances publiques à fin février de cette année et à la fois vous avez mis l'accent sur l'action publique en faveur de l'adaptation du changement climatique. S'agissant dans un premier temps des finances publiques, l'actualité est marquée par la révision le 18 février 2024 de la prévision de croissance pour 2024 du gouvernement et par la publication le 22 février d'un décret portant annulation de 10 milliards d'euros de crédits de paiement sur le champ du budget général. J'ai eu l'occasion, il y a une semaine en commission des finances, de répondre à un certain nombre de polémiques sur cette actualité. Il est heureux que votre rapport parte de constats factuels qui dessinent malheureusement une situation dégradée, ce qui exige de nous tous ici de faire preuve de responsabilité. J'y vois aussi là une légitimation de l'annulation de ces 10 milliards de crédits, l'urgence qu'il y avait à agir. Je voudrais, au passage, répondre au président de la Commission. On ne parle pas ici d'austérité quand en 5 ans, simplement, que pour le périmètre de l'État, les dépenses publiques ont augmenté de 120 milliards d'euros. On parle là simplement d'un ralentissement de l'augmentation des dépenses. Et puis, il faudrait aussi arrêter avec cette idée que le problème serait franco-français et la simple responsabilité du président de la République. Je vous rappellerai que simplement sur l'année 2023, en Europe, en Union européenne, une douzaine de pays sont en récession, alors que la France a une croissance de l'ordre de 1% en 2023.
Compte tenu de la révision à la baisse de la prévision de croissance pour 2024 qui vient s'ajouter à une fin d'année, donc 2023, peu dynamique, vous montrez que les recettes publiques seront moindres qu'attendues en 2024. Vous considérez qu'une attention particulière doit être attachée à l'impôt sur les sociétés, dont le rendement programmé en 2024 est associé à la prévision d'une augmentation assez prononcée de la rentabilité des entreprises. Vous estimez en outre que les prévisions de rendement de la TVA et des cotisations et contributions sociales doivent être également retravaillées. Je vous rejoins dans cette analyse. Alors certes, cette atonie des recettes publiques a contribué à une baisse substantielle et salutaire des prélèvements obligatoires de 45,4% à 44% entre 2022 et 2023. La question est toutefois d'identifier rapidement le montant des moins-values fiscales et sociales afin de calibrer notre effort d'économie sur l'année 2024, le cas échéant, au-delà du décret d'annulation déjà évoqué. S'agissant de la dépense publique, vous soulignez qu'en 2024, sa part dans la richesse nationale serait supérieure de presque 1,5 point à celle atteinte en 2019, 53,8. Je note que le niveau en 2024 serait équivalent à ceux atteints de 2015 à 2017 et inférieur aux années qui ont suivi la période précédente de sortie de crise entre 2012 et 2014. Là aussi, essayons de comparer ce qui est comparable. Vous signez que neutraliser l'effacement des dépenses exceptionnelles de sortie de crise, la dépense publique progresserait de 2,5% en valeur l'année prochaine, c'est-à-dire à peu près l'inflation. Dans cette évolution, la progression de la charge de la dette est significative et ce point doit nous conduire à retrouver une trajectoire effective de maîtrise de nos finances publiques. Pour ce faire, tous les facteurs d'augmentation de la dépense publique en 2024 doivent être examinés dans le cadre de revues de dépenses. Comme la Cour l'affirme, pour les revues de dépenses, il importe de faire, je vous cite, faire du renforcement de la qualité de la dépense une priorité de premier rang. Là aussi, Monsieur le Président, je souscris à vos recommandations. Au total, c'est bien la cible du déficit en 2024, 4,4%, et la trajectoire portée par la loi de programmation des finances publiques qui est aujourd'hui questionnée. De ce point de vue, le décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédits de paiement pris par le gouvernement est une première décision pleinement justifiée. Vous avez raison de souligner qu'elle ne peut être la seule pour asseoir notre trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Au-delà des revues de dépenses, vous soulignez la nécessité notamment d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Les réformes mises en œuvre récemment de l'assurance chômage et des retraites ne seront pas suffisantes pour y parvenir. Où en serions-nous, chers collègues, si nous avions cédé à ceux, assez nombreux je dois dire, sur ces bancs, qui nous ont dit et continuent de le dire qu'il ne fallait pas faire ces réformes. En tout état de cause, le rapport public annuel de la Cour des comptes n'échappe pas lui-même à la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Si vous appelez de vous une maîtrise accrue des finances publiques, vos développements relatifs à l'action publique en faveur de l'adaptation climatique, c'est la seconde partie de votre rapport, ne manque pas de relever qu'il manque des moyens publics extrêmement importants, même s'ils ne sont pas chiffrés. Je voudrais saluer l'excellent travail de la Cour des comptes qui est mise à la disposition des Français et du Parlement. Votre rapport va constituer un document de référence car il s'appuie sur l'étude de toute la littérature internationale pour considérer le cas français des politiques publiques qui doivent ou devraient découler de l'adaptation du changement climatique. Tout d'abord, quelques observations transversales à la lecture de votre rapport. Le dérèglement climatique nous confronte en premier lieu à ce qui est le plus difficile en matière de politique publique. Nous sommes obligés d'admettre une remise en cause partielle de notre confort ou de nos façons de vivre. Nous devons aussi anticiper et agir sur le long terme, ce qui est quelquefois assez incompatible avec notre vie politique court-termiste. Ensuite, le dérèglement climatique pose la question de l'adéquation de notre organisation institutionnelle et sociétale. Nous avons besoin, pour faire face, d'une forte impulsion publique centrale pour planifier, d'une capacité locale d'ingénierie et de programmation pour mettre en œuvre cette planification, et d'un mouvement reliant à tous les niveaux les moyens et les réalisations privées et publiques. Mais votre rapport montre à quel point notre action est marquée par la multiplicité des plans, des contrats, des actions et par la dilution des responsabilités au détriment de la visibilité et de l'efficacité. Votre rapport, Monsieur le Premier Président, montre aussi que dans bien des domaines, les décisions fondées et adaptées ont déjà été prises et il faut s'en réjouir. Je voudrais au passage souligner l'excellent travail du secrétaire général à la planification écologique en la matière. Au niveau
national. Le gouvernement devrait très prochainement rendre public un 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Vous appelez à ce qu'il soit à la hauteur des enjeux, nous aussi, en contenu et en moyens, décrits par le 6e rapport du GIEC, publié il y a 1 an, et par les recherches les plus récentes portant sur les impacts sur la santé publique, sur les zones agricoles, maritimes et urbaines, et sur tous les types d'infrastructures. Votre rapport évoque aussi la question d'adaptation de l'action des institutions financières et bancaires. Vous considérez que le risque climatique n'est pas encore assez pris en compte dans l'évaluation des profils des entreprises. Vous avez raison. De même, la capacité à drainer l'investissement privé vers la transition climatique est difficilement mesurable et semble aujourd'hui insuffisante. Or, ce point est crucial dans le contexte d'une dépense publique contrainte. Le sujet est complexe car les projets concourant à la transition ne sont pas nécessairement les plus rentables dans le domaine industriel. Pour résumer, une réponse financière et budgétaire à la hauteur passe par la mobilisation de l'investissement et des acteurs financiers privés, mais il reste à imaginer les instruments de régulation, voire de contrainte qui permettront les flux nécessaires. La transition écologique est, nous en sommes tous convaincus ici, l'affaire de tous sans aucune exception. L'action publique internationale via l'aide publique au développement, l'APD, a semblé en partie satisfaisante à la Cour. Je vous cite, la France se distingue par un engagement relatif fort sur les enjeux climatiques en évoquant entre autres les exemples de l'aide au Maroc et au Sénégal. On sait que le récent décret d'annulation des crédits a en particulier affecté l'AFD, mais la focale du changement climatique peut précisément être au cœur de la définition des choix budgétaires à opérer. Et vous soulignez d'ailleurs que l'AFD dispose d'une grille de cotation de son action internationale en fonction de l'adaptation au changement climatique. S'agissant du logement, vous soulignez que MaPrimeRénov' devrait plus qu'aujourd'hui concerner les travaux d'adaptation des logements à la chaleur estivale afin d'éviter un développement anarchique de la climatisation qui augmente les factures énergétiques, contribue aux émissions de gaz à effet de serre et accentue les effets néfastes de certains îlots de chaleur. Le dispositif a jusqu'à aujourd'hui majoritairement financé des opérations de renforcement du mode de chauffage. L'actuelle réforme du dispositif et son recalibrage budgétaire, là aussi en augmentation, moindre que ce qui était initialement prévu, mais en augmentation, permettent de considérer les objectivations que vous évoquez. Et ce point de l'adaptation à la chaleur vaut également sur le parc immobilier de l'État. Je souhaite conclure par la santé publique. Vous documentez une hausse significative du recours aux urgences, toutes tranches d'âge confondues, dès qu'une vague de chaleur dépasse 3 jours. C'est vrai particulièrement pour les personnes âgées, mais pas seulement. Ces données, selon la Cour, je vous cite, imposent de renforcer l'action publique. Vous appelez notamment à des politiques publiques qui ciblent plus précisément les personnes les plus fragiles, personnes âgées, personnes sans domicile, personnes malades, etc. L'idée étant de se donner les moyens de mieux les répertorier et de mieux les informer et accompagner individuellement lors des fortes chaleurs. N'oublions pas que le changement climatique, s'il impacte nos infrastructures, nos capacités de production, ainsi que les zones agricoles et naturelles, impose avant tout de choses un devoir d'humanité. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, merci à la Cour des comptes pour ce travail de grande qualité. Soyez persuadés qu'il sera au cœur de nos réflexions sur les prochains textes budgétaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Premier Président, l'Assemblée nationale vous donne acte du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. Je vous remercie, mes chers collègues.